674 à 700. Alors, ligne 674, pardon, je vous cite, de tout le monde, hein, parce qu'il y avait là, premièrement, j'ai assisté à une seule réunion chez lui, et là, j'étais avec le camarade Zadi JJ. Et nous sommes allés chez lui pour confirmer qu'on allait avoir des armes. Intervieweur, d'accord. Vous, je vous cite, on allait être livré. Intervieweur, d'accord. Et vous, et après, intervieweur, je cite, donc qu'est-ce qui a dit qu'on allait avoir des armes? Et je vous cite à la ligne 682, qui a dit ça? Il est là. Paul Dokuyi et Kakubrou est là. Intervieweur, d'accord. Et je vous cite maintenant, ligne 684, Kakubrou est là. Paul Dokuyi est là. Ça, c'est après qu'on ait donné les résultats. Je pense que c'est la réunion qu'on a tenue, quand les gens ont commencé à attaquer. Non, ils sont partis. Les gens du Golfe ont dit qu'ils partaient se préparer pour remobiliser les troupes, tout ça. Donc, c'est dans ça, nous aussi, nous sommes allés faire la réunion. Intervieweur. Donc, c'était, est-ce que vous pouvez le situer pendant la crise post-électorale? Et je vous cite à la ligne 691, je pense que c'est tout juste après décembre, c'est dans la période de janvier, avant le 15 janvier, parce que je sais que les gens du Golfe ont dit qu'ils partaient se préparer, donc nous aussi, nous sommes allés nous préparer. Et on avait dit, à partir de février, mars, comme ça, on avait besoin des armes. Voilà, c'est ça, c'est le 27 mars, parce qu'on a fini le dernier meeting à la place de la République, nous sommes revenus chez lui, c'est ça, le 27 mars. C'est le lendemain du meeting que nous sommes allés chez Paul Dokuyi. Je m'en rappelle exactement. Intervieweur, pourquoi c'était le lendemain du grand meeting? Et je vous cite, parce qu'ils avaient déjà pris, intervieweur, ligne 700 du 26 mars. Alors, monsieur le témoin, c'est bien votre déclaration aux enquêteurs du bureau du procureur? Oui. Alors, est-ce que c'est vrai ce que vous avez dit? Est-ce que vous avez bel et bien assisté à cette réunion chez M. Paul Dokuyi en compagnie de M. Kakubrou? J'ai dit dans ma déclaration, j'ai dit aux enquêteurs qu'il m'a été rapporté. Je dis que assister, non. Ils ont assisté et ils sont venus pour rapporter, puisque ce n'est pas ma zone. Alors, pour que ce soit clair au dossier, vous n'avez pas participé vous-même. C'est quelque chose qui vous a été rapporté, cette déclaration. Je dis que j'étais assis dans le véhicule et mes amis sont allés. À leur retour, ils sont venus me porter l'information. Selon l'information que j'ai reçue est qu'il devait être livré en armes par M. Paul Dokuyi et M. Kakubrou. Voici les informations que j'ai données aux enquêteurs. Et qui, au juste, vous a rapporté ce qui est arrivé durant cette réunion avec M. Paul Dokuyi et Kakubrou? Quelle personne? Je vous ai dit tantôt qu'il y avait le camarade Zadi JJ et le camarade Blackie. C'était deux dans le véhicule de M. Zadi JJ. Alors, pour revenir à ma question, est-ce que ce sont eux qui vous ont rapporté ce qui est arrivé durant la réunion? Je vous le confirme.
On parle de monsieur Paul Dokui. Est-ce que vous savez de quelle région il provient? Je pense bien qu'il vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Où exactement? Je ne peux pas vous donner avec précision son village ou son département, mais je sais bien qu'il vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Juste avant la pause, quand je vous ai lu un autre extrait de votre déclaration aux enquêteurs, alors vous m'aviez confirmé que vous avez dit aux enquêteurs, et je fais référence ici à 0063 1464, à la page 1481, ligne 622 à 625. Il avait été question de cet extrait juste avant la pause. Et je lis à partir de la ligne 624, je vous cite, « Et ils ont livré des armes à mon camarade Zadi Djedje pour qu'il puisse continuer le combat à Koumassi. » Est-ce que cette information est correcte? Ils ont fait une promesse de livraison d'armes et non livrée. La suite est dans ce que vous avez lu. Et qui a fait cette promesse? Monsieur Paul Dokui et Monsieur Kakoubrou. Juste pour préciser, quand vous parlez de M. Kakoubrou, est-ce qu'il s'agit de la même personne dont on a parlé cet avant-midi qui est impliqué dans la désignation, dans cette réunion pour la désignation de M. Charles Blégoudet comme leader? Oui, monsieur. Marshal KB. Le maréchal KB, c'est exact? Monsieur. Alors, en ce qui concerne M. Kakoubrou, maréchal KB, si l'on veut, est-ce que vous avez des connaissances ou de l'information à savoir s'il ravitaillait d'autres personnes, d'autres jeunes en armes? Et si oui, dans quelle région? Monsieur le Président. Can you rephrase? Le Président, est-ce que vous pouvez reformuler, s'il vous plaît? Moi, je vais reformuler. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez d'autres informations concernant M. Kakoubrou par rapport à tout ce contexte? Non, monsieur. Alors, Monsieur le témoin, je vais vous ramener à votre déclaration 00631464 à la page 1482. Et j'aimerais vous lire l'extrait de la ligne 626 à la ligne 651. 626 intervieweurs, et je le cite, « D'accord, vous avez donné beaucoup de détails. On va essayer de préciser quelques-uns de ces détails, mais c'est bon. Juste d'abord, vous avez dit que, bon, d'abord, le commandant Kakoubrou, vous avez dit qu'il a ravitaillé des armes aux jeunes. Votre réponse, je vous cite, « Ouais ». 630 intervieweurs 1, et je cite, « Où ça? Et combien de fois d'abord, selon votre connaissance? » 631, votre réponse, je cite, « Non, une seule fois. » 632, question de l'intervieweur, « Où ça? » 633 à 634, votre réponse, je vous cite, « Il s'est occupé de tous ceux qui étaient à, comment on appelle ça, Abidjan Sud. Abidjan Sud, c'est tous ceux qui sont derrière le pont. » Intervieweur 1, d'accord. Et vous dites par la suite, et je vous cite, « Koumassi, Trècheville, Marcory, Port-Bouet. »
Intervieweur 1, d'accord. Vous continuez à la ligne 638, je vous cite. Donc, c'est lui qui s'est chargé de les ravitailler. Et comme c'était un ancien de la Féchie, qui était un chef de la Féchie, comme je vous le disais tantôt, avant d'être, bien qu'il était marin, bien qu'il était fonctionnaire déjà, il continuait toujours d'être chef à la Féchie, au vu et au su de toutes les autorités de la Côte d'Ivoire. Intervieweur 1, d'accord. Et je vous cite encore à la ligne 644 et suivant. Donc, M. Kakoubrou était chargé de ravitailler tout. Il a ravitaillé tous ceux qui étaient trucs Blackie, puisqu'il les maîtrisait. La cité universitaire de Port-Bouet, comme je vous disais, Port-Bouet 1, base navale, il maîtrisait tous ceux qui étaient là-bas. Donc, il a ravitaillé le camarade Blackie en armes, il a ravitaillé le camarade Zadi Djedje en armes, et tous ceux qui sont derrière lui, en tout cas. Alors, monsieur le témoin, ce sont bien vos paroles? C'est bien ce que vous avez dit aux enquêteurs? Mr. Shea? Your Honor, Le président, Maître O'Shea, Maître O'Shea. Je me demande si nous faisons vraiment du rafraîchissement de la mémoire ici. Le président, non, on confronte le témoin. C'est un peu long, mais... Monsieur Garcia, il s'agit de confronter le témoin. Et c'était évident d'après la réponse du témoin. Le président, mais c'est moi qui parle. Est-ce que vous avez d'autres informations au sujet de Monsieur Kakoubrou dans ce contexte des armes dont nous parlions et puis ensuite la confrontation commence. Maître O'Shea, oui, mais enfin, vous avez juste mis le doigt sur le problème. C'est un peu long puisque le président, oui, mais soyons clairs. Bon, c'est vrai qu'on devrait commencer beaucoup plus tôt et aller beaucoup plus loin, pardon. Maintenant, on dit que c'est trop long. Maître O'Shea, oui, c'est vrai. Il ne s'agit pas de savoir si c'est trop long ou pas trop long, ou trop long. Mais il s'agit de savoir s'il s'agit vraiment d'une confrontation ou pas. Le président, oui, mais s'il dit non et que dans la déclaration, il a dit quelque chose de différent, alors à ce moment-là, oui, on est en présence d'une confrontation. Il faut bien entendu évaluer cela. Donc, c'est bien une confrontation. Je vous en prie, continuez. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez compris quel est le problème ici? Vous avez dit quelque chose ici qui est en quelque sorte en contradiction avec ce que vous avez dit aux enquêteurs pendant l'enquête. Maintenant, le bureau du procureur vous demande, bon, qu'en est-il? Quelle est la vérité entre ces deux déclarations? Il y a peut-être une troisième option d'ailleurs. C'est à vous maintenant de dire ce qui correspond à la réalité, à la vérité. Alors, monsieur le témoin, vous avez bien dit ça aux enquêteurs de l'accusation du bureau du procureur. Est-ce que c'est la vérité? Monsieur, je voulais vous dire que je n'ai pas donné de réponse. Je vous ai dit tantôt que le camarade Zadi s'occupait de tout ce qui est Abidjan Sud. Abidjan Sud comprend Makori, Trècheville, Koumassi jusqu'à Port-Bouet. Ça, c'est Abidjan Sud. Donc, c'est la même personne. Ce sont ces deux mêmes personnes-là qui étaient dans le véhicule et qui m'ont fait le point. Donc, il n'y a pas d'autres points à part ces points-là qu'ils n'ont pas de ravitailler encore. Ce sont ces deux personnes-là qui gèrent toute cette zone-là. Donc, en citant les différentes zones, si nous étions venus un peu dans une autre zone, je vous dirais qu'il y a d'autres personnes. Mais ce sont les deux personnes dans les mêmes lieux qui ont ravitaillé, qui ont été ravitaillés. C'est pourquoi je vous ai dit, je n'ai pas dit non, et puis après, vous me dites oui. Je vous ai dit non, que c'est une seule fois.
Alors, simplement pour que ce soit clair au dossier, ce que vous avez dit, ce que je vous ai lu il y a quelques instants, que c'est M. Kakoubrou qui ravitaillait Blackie et Zadi Djedje, c'est correct, c'est la vérité. C'est correct. Est-ce que vous saviez d'où il ravitaillait, d'où M. Kakoubrou obtenait ses armes pour ravitailler? Je ne saurais vous le dire, monsieur. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez plus souvenir ou est-ce que vous ne savez pas tout simplement? Je ne sais pas tout simplement. Alors, Monsieur le témoin, je vous ramène à votre déclaration, encore une fois, 0063-1464, à la page 482, ligne 649 à 653. Intervieweur qui vous pose la question, d'accord, et où est-ce qu'il a fait ses ravitaillements? 650, 651. Ces ravitaillements, il se peut, j'aurais appris, que la caserne de CRS-2 qui se trouve à Marcory. 652, intervieweur 1, ouais. Et vous, à la ligne 653, 654, la caserne de CRS-2 qui se trouve à Marcory. Marcory, on dit zone 3. C'est bien ce que vous avez dit aux enquêteurs? Est-ce que cette information est vraie? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a rapporté? Je l'ai dit dans... Can I just intervene? Maître Rocher, est-ce que je peux intervenir, monsieur le témoin? C'est une de ces occasions et vous allez peut-être être surpris, monsieur le président. C'est vraiment une de ces circonstances où il faut poursuivre la lecture. Sinon, ça peut créer une fausse impression pour le témoin. Le président. Bon, je l'avais annoncé en quelque sorte. Donc, s'il vous plaît, poursuivez la lecture, Monsieur Garcia. Je pense que le Conseil de la Défense peut lire cela s'ils veulent le faire lorsqu'ils procéderont au contre-interrogatoire. Le président, non, allez-y, lisez, Monsieur Garcia. Ok, je vais continuer à lire quelques... Mais combien de lignes, Monsieur le Président? Le Président, combien de lignes, Maître Rocher? Eh bien, à la fin de la page, le témoin... pour que le témoin ne soit pas induit en erreur et pense que il avait dit quelque chose qu'il n'avait pas effectivement indiqué. Je vais dire les choses comme cela. Le président, Maître Bougnon. J'attendais que ce soit interprété. Monsieur le Président, je me suis levé sciemment. Je sais que vous avez peut-être trouvé inopportun, mais la remarque que vient de faire l'accusation, elle est franchement inopportune. Elle est franchement inopportune, surtout venant d'eux, parce qu'ils savent très bien que lire une partie d'une déposition et s'arrêter à un certain moment n'est pas la bonne. On ne peut pas nous dire que vous allez avoir le temps de poser les questions. C'est pour ça que ce matin, je vous ai dit que la dernière fois, la semaine passée, quand il y a des parties que j'étais en train de chercher à lire, on m'a demandé de lire autre chose à la demande de l'accusation. Et donc, on ne peut pas nous dire ici que nous aurons des questions à poser, Monsieur le Président. Please go. Le président, poursuivez votre lecture, s'il vous plaît, jusqu'à la fin de la page, et puis ensuite on verra. Alors, il faut que ce soit au dossier.
Ligne 650 et suivante. Personne entendu ces ravitaillements. Il se peut, j'aurais appris que la caserne de CRS-2 qui se trouve à Marcory. 652, ouais. 653 à 654, la caserne de CRS-2 qui se trouve... But, excuse me, Président, mais si vous évitez de répéter la ligne à chaque fois, dites simplement de telle ligne à telle ligne, parce que sinon c'est vraiment difficile de suivre votre lecture. Monsieur Garcia, bon, très bien, je vais donc lire simplement. Marcory, on dit zone 3. Intervieweur, Et je vous cite zone 3, tout juste de côté, sur le flanc de la Solibra. Intervieweur, ouais. Vous se trouve à la caserne des CRS-2. Ouais. Intervieweur, ouais. Et vous, je vous cite, voilà, comme des policiers avaient déserté et que la poudrière était laissée, ils sont allés casser, et même c'est avec la voiture du camarade Zadi Djedje qui sont cassés le portail, même pour pouvoir rentrer. Il est encore là, il est encore vivant. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous avez de l'information par rapport à cette question de distribution d'armes dans d'autres zones, comme par exemple à Lokojoro? À Lokojoro, c'est plutôt un de mes coordinateurs qui m'a appelé au niveau de la base maritime de Lokojoro, qui m'a dit qu'ils étaient là-bas, ils étaient allés chercher, il n'y a pas parlé de ravitaillement, mais ils étaient allés chercher des armes pour se défendre. Et qui était en train de... Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui distribuait les armes là-bas? Je n'étais pas là-bas. L'information est venue sur le téléphone qu'on m'a appelé pour m'informer. Alors, je veux simplement vous ramener à votre déclaration 00631464 à la page 1477, ligne 472 à 480. Monsieur le Président. Maître Bougnon. Président, ce que s'apprête à faire mon confrère n'est pas une confrontation. Je veux dire, il aurait pu attendre, continuer de poser des questions avant de lire, avant de commencer à lire ce qu'il va faire. Parce que ce qu'il va faire est ce que le témoin a dit. Sauf que lui, il va un peu trop vite, Monsieur le Président. He could have gone. Le président, oui, effectivement, il aurait pu poursuivre sa lecture, il ne l'a pas fait. C'est au tour du bureau du procureur de poser les questions. Ce sera à votre tour dans très peu de temps. Je vais demander au bureau du procureur de poursuivre. Je commence à la ligne 472. Des gens qui ont aidé. Vous savez, il y a certains qui avaient des affinités proches avec les dirigeants d'alors. Donc, ces personnes-là, et puis il y avait aussi des personnes qui occupaient des hauts rangs près de ces personnes-là. Donc, ces personnes-là pouvaient activer truc. Moi, je sais que des gens, mes amis m'ont informé de ce que M. Gohuru, qui est décédé même à Lokojoro, qu'il était en train de distribuer des armes. Je connais des trucs, des petits, parce qu'ils se sont donné des surnoms. Il y avait Côte d'Ivoire qui était un marin, qui venait fréquemment avec sa voiture dans ma zone. Il y avait le Molaire qui était un gendarme. Alors, c'est bien ce que vous avez dit aux enquêteurs, monsieur le témoin? C'est ce que je vous disais tantôt. J'ai dit que si vous prenez un peu plus haut, j'ai dit que j'ai été appelé par un membre de mon mouvement du nom de CIB. Il m'a appelé pour m'informer de ce qu'il partait à Lokojoro prendre des armes avec monsieur. J'ai donné et le nom et comment c'est passé, comment j'ai reçu l'information.
Your Honor, if we could go to the closed session. Monsieur Garcia, est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel pour quelques questions? Le président, huis clos partiel, s'il vous plaît. We are in open session, Mr. La greffière d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Président, merci. Monsieur le procureur. Alors, Monsieur le témoin, il y a quelques instants, vous avez fait mention de Gouhourou. Qui était cette personne? Je sais qu'il était porte-parole de l'armée de Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le témoin. Je vais vous demander un instant, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le témoin, juste pour finir avec mes questions, j'aimerais vous montrer une vidéo.
Alors, c'est la vidéo 00430269. C'est à l'onglet 32. Alors, 2 screenshots. Nous allons arrêter l'image à 32,49 et à 32,54. Alors, il y a l'arrêt image sur 32, 49, 20 qui apparaît sur votre écran. Est-ce que vous êtes en mesure d'identifier cette personne? En vert. Non. Alors, il y a un autre arrêt sur image à 32 54 08. Est-ce que vous êtes en mesure d'identifier la personne qui se trouve à la gauche en blanc, habillée d'une chemise blanche? Non. Et un instant. La personne qui est à droite, chemise à carreaux, chemise à carreaux, oui. Monsieur Thierry Legré. Bon, merci, monsieur le témoin. Je n'ai plus de questions pour vous. Merci, monsieur. Thank you very much. Le président, je vous remercie. Je remercie le bureau du procureur et je vais immédiatement donner la parole à la défense de monsieur Blégoudet. Maître Knops, c'est Maître Bouillon qui va poser les questions du contre-interrogatoire. Le président, très bien. Maître Bouillon, je vous en prie. Bonjour, monsieur le témoin. Je suis maître Jean-Serge Bouillon, avocat au barreau d'Abidjan, membre de l'équipe de défense de monsieur Charles Blégoudet. C'est moi qui vais vous poser, pour le compte de mon équipe, des questions à la suite de l'accusation. On va faire le même exercice. Vous allez attendre quand je finis de parler et puis parler pour ne pas qu'on se chevauche. Monsieur le témoin, vous avez dit que vous avez appartenu à la FESI, n'est-ce pas? Oui. Si vous me faites des signes de tête, les gens ne pourront pas interpréter, puis on n'aura pas ce que vous dites à la transcription. À la FESI,
comment est-ce que vous dénommez vos secrétaires généraux? À la FECI, on les appelle les généraux, donc un général. Donc, si je dis général Aipo, c'est exact? Oui, monsieur. Si je dis général Sorodium, c'est exact? Oui, monsieur. Général Blegoudé, c'est exact? Oui, monsieur. Général Dibopieux, c'est exact? Oui, monsieur. Et puis, général Mien Augustin, c'est exact? Oui, monsieur. En 2002, quand la crise éclate en Côte d'Ivoire, ce que tout à l'heure on a appelé la rébellion, vous êtes en quelle classe, s'il vous plaît? Je suis en seconde. Vous êtes déjà à la FECI, n'est-ce pas? Non, pas encore. Donc en 2002, vous n'êtes pas à la FECI. Est-ce que vous êtes dans un mouvement particulier? Non. Et donc, est-ce qu'il est exact de dire qu'à cette époque, vous êtes loin de ces choses, entre guillemets? Oui. Est-ce que en 2002, à l'occasion de la crise, vous pouvez nommer, ou bien est-ce que vous avez connaissance à l'époque des mouvements qui ont été mis en place à cette époque-là? Des mouvements dits patriotiques qui ont été mis en place? Quelques mouvements. La JSN, vous connaissez? Non. Si je vous dis Alliance des jeunes pour le sursaut national, ça vous dit quelque chose? Oui. Elle est bien de 2002, n'est-ce pas? Je pense bien. Vous savez, il y a des choses qui sont lointaines. Donc, si vous ne savez pas, n'ayez pas de maladie, que vous ne vous rappelez pas bien, vous ne savez pas. Il n'y a vraiment pas de souci à ça. Et donc, à cette époque, vous savez qui était le dirigeant de la JSN? Non. Si je vous dis M. Charles Blegoudé, ça vous dit quelque chose? Oui. Quand je demande si ça vous dit quelque chose, c'est par rapport à la JSN. Est-ce que maintenant vous vous rappelez? Oui. Est-ce que, à cette époque, ou du moins, pour le moment, je n'estime pas le besoin de jouer la vidéo que
l'accusation vous a joué. On va essayer de voir si vous avez la mémoire. Tout à l'heure, quand vous avez regardé la vidéo sur laquelle M. Blé-Goudé est apparu avec certains jeunes au début à la crise en 2002, est-ce que vous avez entendu le thème Galaxie patriotique? Non. Selon votre connaissance, je sais que vous avez déjà dit que vous étiez loin de ces mouvements. À cette époque, vous étiez encore très jeune. Selon votre connaissance, est-ce qu'à cette époque-là, on parlait déjà de Galaxie patriotique? Je ne pense pas. Monsieur le témoin, vous avez, avec le procureur, parlé des barrages. Et vous avez été montré une vidéo dans laquelle M. Charles Blé-Goudé appelait à ériger des barrages et demandait d'empêcher, si je me trompe de mots, vous me le rappellerez, d'empêcher les véhicules de l'ONUCI de circuler. Vous vous en rappelez? Oui, monsieur. Est-ce bien cela qui vous a dit empêcher les véhicules de l'ONU de circuler? Oui, monsieur. À cette époque, si vous essayez de vous rappeler, à cette époque, qu'est-ce que l'ONUCI sur le terrain faisait? Quelles sont les informations diffusées par la télévision ivoirienne, diffusées par certaines personnes sur les agissements de l'ONUCI, si vous le savez bien sûr? À cette époque-là, l'ONUCI ravitaillait en nourriture, ravitaillait tout ce qui était au Golfe, selon les informations reçues par la télé ivoirienne. À cette époque, quel était ou quel devrait être le rôle de l'ONUCI? Était-ce cela, ce que vous venez d'écrire, était-ce cela le rôle qui leur était assigné? À ma connaissance, non. Quel devrait être le rôle? Le rôle de la mission de l'ONUCI, à ma connaissance, c'était d'abord pour les élections et assainir le milieu politique ivoirien et social, empêcher que les conflits renaissent, que les conflits renaissent, gérer de façon partielle, de façon impartiale plutôt, les problèmes de nos différents, gérer de façon impartiale les différentes armées, empêcher qu'il y ait combat encore en Côte d'Ivoire. Veiller à la cohésion sociale et à la réconciliation véritable des Ivoiriens.
Merci, monsieur le témoin. Je vais vous montrer une vidéo. CIV OTP 00740083. Ça doit être le numéro 68 sur notre liste des matériels, de la minute 15:30 à la minute 16:30. Le transcript CIV OTP 0097 0213. Page 0215, ligne 59, à la page 0216, ligne 84. On n'a pas de signe pareil. Have we an English transcript? Le président. Est-ce que nous avons la transcription? Est-ce que les interprètes ont la transcription? CIV OTP. Oh, they have it. Okay. Le président, oui, oui, ils l'ont. Bien. Vendredi, au carrefour de la Riviera 2. C'est mort. Qu'est-ce que ça? Mais il faut faire passer les... Non, il faut filmer tout ça. Filmer quoi? Le Tchengali d'ailleurs? On est ici en train de nous terrer, c'est pas bon de filmer? Non, je demande. Monsieur le Président, on a fait une pause à la minute 15:42. Juste parce que je vais poser une question au témoin. Il a parlé dans un langage assez ivoirien. C'était pour que la Chambre comprenne. Je crois qu'il dit on taguait les Ivoiriens. Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre ce que cela veut dire? Taguer, c'est tuer. Merci, on peut continuer de jouer la vidéo. On a la deux. J'ai dit, ceux-là c'est qui? Ceux-là c'est qui? Ouais, ils sont passés. Ceux-là c'est qui? Non, non, non. Ils sont retournés à chose. T'as filmé, Ouais, il a filmé, il a tout filmé. T'as filmé là? Il a filmé, il a filmé. Monsieur le témoin, c'est vrai que je vois que c'est un peu noir, c'est un peu sombre. Est-ce que vous avez réussi à reconnaître l'endroit? Je pense bien que ça doit être au carrefour de la Riviera 2. Vous avez dit que vous habitiez à Yopougon, Nyangon, sud à droite. Non loin du central Azito, c'est ça, n'est-ce pas? Your Honor. Monsieur Garcia, Monsieur le Président, au sujet de cette toute dernière vidéo, je crois comprendre que le Conseil de la Défense a fini de la montrer, mais nous aimerions avoir la date.
parce qu'il y a un extrait de vidéo qui a effectivement été montré aux témoins, mais nous pourrions peut-être avoir la date de cette vidéo pour que nous sachions exactement de quoi parlait le témoin. Merci. D'abord, c'est une vidéo de l'accusation. Maintenant, deuxièmement, je crois que la vidéo la vidéo est du 26 février 2011, si je ne me trompe pas. 26 février 2011, Monsieur le Président. Thank you. Le Président, merci. Puis-je également vous rappeler de ne pas poser des questions rhétoriques du style « vous dites que vous viviez, etc. » Bon, s'il l'a dit, c'est que ça doit être vrai. Vous lui avez demandé « vous dites que vous rédisiez à Yopougon, est-ce vrai ?» Bon, s'il l'a dit, c'est que c'est vrai et posez juste la question. Merci. C'est vrai que je sais que vous n'aimez pas ce genre de questions, mais souvent, ça nous permet d'asseoir les bases de ce qu'on veut demander aux témoins. Oui. Vous dites que c'est non loin de la centrale d'Azito. C'est exact. C'est quoi la centrale d'Azito, s'il vous plaît? La centrale d'Azito est une centrale thermique qui fournit de l'électricité dans toute la Côte d'Ivoire. Dans la période de la crise post-électorale, est-ce que vous vous souvenez d'un incident impliquant les forces de l'ONUCI dans cet endroit-là? Oui. Est-ce que vous pouvez dire à la Chambre ce qui s'est passé? Je sais que les agents de l'ONUCI, des Bangladeshis, dans 3 ou 4 cargos, allaient à la centrale thermique d'Azito et ils se sont perdus. Ils sont descendus vers un barrage. C'est-à-dire, au lieu de prendre tout droit, ils sont rentrés pour aller vers Académie. Or, le pont était coupé. Donc, arrivés au pont, ils ont demandé, c'est là les jeunes sont sortis pour les empêcher d'évoluer. Ils ont demandé à un jeune où se trouvait la centrale d'Azito. Donc, les autres sont sortis, ont commencé à faire des barricades. Il y a 2 ou 3 véhicules qui sont sortis jusqu'au carrefour. Eux, ils ont été arrêtés au niveau du carrefour. C'est-à-dire que les gens les ont dispersés. Ils sont même sortis. Ils ont eu l'intention de tirer sur ces jeunes-là. Mais comme il y avait une foule, ils ont préféré ne pas tirer. Voilà. Et vous, ce jour-là, vous étiez où et qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'on peut y passer en huis clos, s'il vous plaît? Oui, let's go into... Le Président, oui, nous allons passer à huis clos partiel brièvement pour que le témoin puisse répondre à cette question.
We are back in open session. Greffier d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, Maître Bougnon. Monsieur le témoin, tout à l'heure, vous avez parlé des barrages avec l'accusation. Malheureusement, il ne vous a pas été demandé de la période, la date. Vous avez parlé de barrages dans votre quartier, etc., etc. Mais vous n'avez pas donné, on ne vous a pas posé de questions sur la période. C'était à quelle époque, à quel moment? Les barrages ont été effectués, je pense bien, entre février et mars. Est-ce que dans votre quartier, quand vous parlez de... Parce que vous avez dit des barrages auxquels vous avez participé vous-même, vous avez cité votre quartier, etc., etc. Au moment où vous faisiez ces barrages-là, est-ce qu'il y avait des forces de police qui étaient présentes encore à Abidjan? Non, monsieur. Et donc, à l'époque, dans votre quartier, quand vous et vos amis, vos voisins décidez de faire les barrages, il n'y a plus de force de police, ni de force régalienne en tant que telle, n'est-ce pas? C'est exact, monsieur. À cette époque, est-ce que vous pouvez, en quelques mots, décrire ce qui se passe d'abord principalement dans votre zone, dans votre commune, et puis ce que vous apprenez de ce qui se passerait dans les autres quartiers d'Abidjan? Ce qui se passait dans les différents quartiers, dans notre zone, c'est qu'il n'y avait plus de commissariat, même les hôpitaux. Les médecins venaient, il y avait quelques médecins qui étaient, c'est-à-dire que chacun avait déserté son lieu, son poste de service ou son lieu. Donc la situation était un peu plus difficile. Au niveau sécuritaire, au niveau de nos différents camarades, nous avons appris au niveau de la télévision que des camarades qui ont fait leur barrage au niveau de Sokosé, de Plateau, ont été mitraillés par des Sénégalais de l'ONUCI. Au niveau de la Riviera 2, pareil. Donc, des gens, des personnes infiltrées venaient au niveau de Port-Boué 2 ou bien de Port-Boué 2. Il y avait aussi eu attaque. Au niveau... Excusez-moi de vous interrompre, mais quand vous dites Port-Boué 2, est-ce que vous pouvez préciser à la Chambre où est-ce que c'est parce qu'il y a Port-Boué, il y a Port-Boué 2? Parce que généralement, quand vous parlez, essayez d'expliquer un peu pour que la Chambre comprenne. Parce qu'ils ne sont pas censés savoir où est Port-Boué 2, etc. etc. Port-Boué 2 est situé dans la commune de Yopougon. Quand nous empruntons la bretelle du 3e pont, en entrant à Yopougon, par la nouvelle BAE. Voilà. Et Port-Boué 2, des amis, des camarades ont été attaqués dans cette zone-là. Au niveau de Kimi,
il y a eu un mort qui a été attaqué par... le barrage a été attaqué par un véhicule qui a eu à cogner un jeune au barrage, le trimballer jusqu'au niveau de l'hôtel Kimi. Donc, la situation était devenue délétère. Chacun se méfiait de quelqu'un. Chacun se méfiait de son ami et pour subsister, nous devons, pour résister, nous devons créer des moyens de notre sécurité. C'est pourquoi nous avons renforcé les barrages en mettant des briques partout. D'autres mettaient des bois pour empêcher les véhicules d'entrer et passer aux fouilles. Monsieur le témoin, et donc, si je comprends bien, à cette époque, vous faites des barrages parce qu'il y a une sorte de psychose qui s'empare de toute la ville d'Abidjan, n'est-ce pas? C'est exact. Je vais être direct. Est-ce que ces barrages-là sont destinés ou bien sont faits contre une population donnée ou bien ciblée? Est-ce que quand vous faites ces barrages-là, il y a des gens que vous visez systématiquement? Est-ce qu'on peut passer en huis clos de nouveau? Merci. Le président, repassons à huis clos partiel, s'il vous plaît. We are back in open session, Mr. President. Greffier d'audience, nous sommes à nouveau en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, la réponse fournie à huis clos partiel est reclassée. Pas de doute là-dessus. Comme je le vois, très bien. Vous pouvez continuer, Maître Bougnon, vous avez la parole. Monsieur le témoin, et donc, à cette époque, le seul objectif que vous visez, c'est de vous mettre en sécurité et de mettre vos voisins, les cités dans lesquelles vous habitez, en sécurité, n'est-ce pas? C'est exact. Vous avez dit aussi ce matin que généralement, à ces barrages, il y avait des jeunes qui habitaient les cités. C'est avec eux que vous faisiez les barrages, n'est-ce pas? C'est exact. Et donc, est-ce qu'il est exact de dire que à ces barrages, où il y a vos voisins de quartier, il y a des gens de toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire? Oui, puisque dans les quartiers, il y a toutes les ethnies. Vous savez, c'est vrai que ça semble évident, mais les précisions sont très utiles.
est-ce que les barrages, tels que vous les décrivez dans leur conception et puis dans leur matérialisation, ont été faits spontanément par tout ce monde-là, tout ce monde que vous décrivez? I'm standing up, Your Honors, because Monsieur MacDonald, le président, Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald, mon collègue procède à un interrogatoire du point de vue de la défense, du point de vue de la perspective de la défense. Mais il n'est quand même pas censé poser des questions trop directives. Le président, oui, effectivement, elles sont toutes trop directives, pardon. Le président, à mon avis, ces questions vraiment sont trop suggestives. Monsieur MacDonald, nous souffrons du fait que lorsque nous devrons procéder à l'interrogatoire des témoins de la défense, eh bien, il y aura évidemment cette question de spontanéité qui n'est pas considérée du même œil par les parties. Alors, je dirais les choses de cette façon. Je crois que nous devons être très prudents lorsque nous posons des questions de la manière dont le collègue pose ces questions. Le président, Maître Bougnon, je pense que les 2, 3 ou 4 dernières questions sont vraiment beaucoup trop suggestives. 2 mots. Disons que laissez le témoin répondre plutôt que de répondre vous-même de facto. Excusez, Monsieur le Président, comme on n'a pas beaucoup de temps, je voulais aller un peu vite, mais sinon j'aurais... You always say you don't have much. Le président, mais vous dites toujours que vous n'avez pas de temps, mais vous avez tout le temps que vous souhaitez. Ne me mettez pas dans la position de celui qui vous empêche de parler, je n'ai rien dit. Merci, Monsieur le Président. Là n'était pas mon intention. Alors, Monsieur le témoin, les barrages étaient-ils spontanés ou pas? Les barrages étaient spontanés. On parlait de suivi. Donc chacun faisait tout pour sa suivi. Vous avez, tout au long de l'interrogatoire de l'accusation ce matin, parlé de coordination à plusieurs reprises. Je vais y revenir parce que ici, les mots prennent tout leur sens. Est-ce que des barrages spontanés, est-ce qu'il y avait des coordinations, une coordination au sens étymologique du terme en français, qu'on parle de coordination, vous savez de quoi je parle? Est-ce qu'il y avait une coordination au sens étymologique du terme? Non, il fallait le créer nous-mêmes, c'est tout. Sinon, il n'y a pas une coordination entre un barrage et un autre. C'est tout juste pour permettre aux différents camarades de circuler après qu'ils aient effectué le barrage et d'organiser le travail.
Donc chacun organisait son barrage un temps soit peu et pour permettre à ses différents camarades de circuler sans qu'il y ait de problème. Ils venaient, ils communiquaient avec l'autre pour voir comment est-ce qu'ils allaient organiser ces trucs. Monsieur le Président, une minute, excusez-moi, s'il vous plaît. Monsieur le témoin, vous avez évoqué ce matin le meeting qui a eu lieu à la place de la République où vous avez veillé, si je ne me trompe. Est-ce que vous vous rappelez de la date à laquelle ça a eu lieu? Je pense bien que c'est le 26 mars 2011. Si je ne m'abuse. Ce matin, il a été fait allusion à ce meeting. Et puis, bon, disons, je vais vous poser la question un peu plus franchement. Est-ce que ce meeting et ce que M. Charles Blé Goudé a dit et qu'on a montré sur la vidéo a un quelconque lien avec des jeunes qui seraient allés prendre des armes? Objection, Your Honor. Monsieur MacDonald, je fais objection. Le président, vous demandez un avis. Le président, effectivement. Monsieur MacDonald, effectivement, le président, vous demandez un avis. Monsieur MacDonald, nous faisons objection. C'est un avis qu'il donne. C'est à la Chambre d'avoir un avis. Nous demandons des faits. Le président, effectivement. Monsieur MacDonald, nous demandons des faits. Le président, comme je l'ai dit, il s'agit d'un avis et nous voulons des faits. Monsieur le Président, je ne sais pas, peut-être qu'on ne s'est pas bien compris, c'était vraiment pas un avis, parce que la ligne de questionnement, Monsieur le Président, si une observation doit être faite, je préfère qu'on fasse sortir le témoin. Comme ça, on pourra avoir Le président, non. Je n'admets pas une question qui demande une opinion de la part du témoin. Monsieur le témoin, vous avez dit ce matin
que vous êtes allé voir M. Blegoudé à Leaders Team pour la création. Vous êtes allé voir M. Blegoudé à Leaders Team, n'est-ce pas? Monsieur. C'était pour quoi? C'était avant les élections. Nous étions en pré-campagne et nous sommes allés le voir pour mettre sur pied une organisation. Vous avez dit aussi que vous avez assisté à quasiment, je préfère dire quasiment, à pratiquement tous les meetings de M. Charles Blegoudé, n'est-ce pas? Exact. Vous a-t-il, à quelque moment que ce soit, lors de ces différentes rencontres, lors de ces différents meetings, de prendre des armes? Non, monsieur. Est-ce que à quelque moment que ce soit, vous avez est-ce que vous avez une seule fois eu une rencontre avec M. Charles Blegoudé au cours de laquelle il vous aurait encouragé à prendre des armes? Non, monsieur. Merci, monsieur le témoin. Now, Your Honor. Monsieur MacDonald, je souhaiterais soulever une question puisque nous sommes en contre-interrogatoire par l'équipe de défense de Blegoudé au sujet du discours du baron Barr et de la décision que vous avez prise au sujet de ce discours. Vous avez demandé à ce qu'on produise, à ce que la défense produise l'extrait. Donc, nous avons un témoin qui a assisté à ces réunions et la défense en contre-interrogatoire dans cette question, dans son contre-interrogatoire, utilise la vidéo sur ce point, cet extrait qu'ils ont. Et si vous me le permettez, 30 secondes de plus, parce que cela nous permettrait de mieux comprendre. En d'autres termes, vous ne pouvez pas jouer aux cartes en ne montrant jamais vos cartes, en les gardant devers vous. Et dans le cas de la défense, eh bien, nous devons nous attendre à ce que la défense, justement, présente ces éléments de preuve. Nous le demandons depuis la semaine dernière parce que c'est très logique. Il n'est pas honnête vis-à-vis des parties et la Chambre, effectivement, peut le dire également, de faire un commentaire sur ces éléments de preuve et de ne pas nous donner la possibilité de le faire.
la défense ne peut pas ne pas montrer les éléments dont elle dispose aux témoins. Nous perdons du temps parce que l'accusation devra appeler à nouveau ces témoins. Il y a un certain nombre de décisions de cette Cour qui vont dans ce sens. Donc, en d'autres termes, lorsque vous avez des éléments de preuve en votre possession, que vous savez que vous les avez, vous ne pouvez pas les garder de part devers vous jusqu'à ce que vous soyez arrivé aux présentations des arguments de la défense. Nous aurions souhaité déposer une écriture à ce sujet, mais avec votre dernière décision sur cet extrait vidéo, le discours de Barambard, eh bien, vous avez demandé cela vous-même. Nous avons estimé qu'il s'agissait bien effectivement d'une instruction dans ce sens, sans que vous fixiez un calendrier. Donc, nous pensons qu'il faut que cet élément de preuve nous soit présenté. Vous l'avez vous-même demandé à la défense. Le président, la défense. Monsieur le président, je pense qu'il n'est pas approprié que l'accusation interfère avec le contre-interrogatoire de Maître Bougnon. Ce point aurait pu être soulevé à un autre moment. Il est tout à fait inapproprié que Maître Bougnon est en plein contre-interrogatoire et il est interrompu pour soulever une question qui n'a absolument rien à voir avec son contre-interrogatoire. Ça n'est pas la manière dont l'accusation devrait soulever les questions qu'elle souhaite soulever. Première chose. Deuxième chose, demander à la défense de répondre à une ordonnance qui n'a jamais été prévu ou demander à la défense de répondre à une ordonnance que la Chambre n'a jamais demandée, produire un extrait vidéo ou commenter un extrait vidéo de la défense. Je ne vois pas pourquoi la défense devrait être obligée à produire un extrait alors qu'elle n'est même pas certaine de devoir utiliser cet extrait au cours de la présentation de ses moyens. Maître Hendry aimerait également faire une observation à cet égard. Le président, Maître Hendry. Le président, je suis vraiment très surpris par les observations faites par M. McDonald. Je vais vous dire pourquoi je suis très surpris. Dans l'ordre de passage des témoins, si le procureur voulait vraiment que la Chambre soit éclairée sur ce qui s'est passé au Barambard, sur l'ordre de passage des témoins, il était initialement prévu, après ce témoin, le numéro 118. Le témoin 118. Si le procureur voulait véritablement éclairer la Chambre en une seule fois, c'est-à-dire en une seule masse, je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que le procureur a décalé l'intervention du témoin 118. Témoin oculaire du meeting du Barambard et qui pourrait mieux, plus qu'une vidéo d'ailleurs, qui ne dure que 7 minutes que le procureur a produit à votre chambre, pour, dit-il, était une vidéo qui reflétait, selon lui, le discours de M. Charles Blegoudé au Barambard. Le témoin 118, si le procureur voulait véritablement éclairer votre chambre sur le tout, il n'aurait pas décalé ce témoin. Je voudrais d'ailleurs, à ce propos, c'est pour cela que je voulais intervenir. Vous l'avez déjà fait en ce qui concerne l'intervention. Je pense que là, on était, je crois, à huis clos, cette intervention. Je préfère qu'on revienne à huis clos pour que je puisse aller un peu plus en profondeur. Parce que le point que je veux soulever a été abordé à huis clos. Monsieur le Président, je voudrais qu'on passe à huis clos. But then we... Le président. Oui, mais alors,
Nous demanderons aux témoins de quitter le prétoire, je pense. D'accord. Est-ce que le témoin pourrait quitter le prétoire? Je vous prie, merci. Président, avant que les témoins ne sortent, on va ajourner à demain. Why? Now? Le président, pourquoi maintenant? Et nous allons jusqu'à 17h. Qui parle d'ajourner? There was a... Le président, écoutez, j'ai entendu que quelqu'un disait que nous allions lever l'audience jusqu'à demain. Alors, Maître Hendry, c'est à vous. Monsieur le Président, vous l'avez fait pour les témoins militaires. Je pense que nous sommes à huis clos. Non, nous ne sommes pas encore à huis clos. No, sorry. Le président, non, nous devons passer à huis clos. Excusez-moi. We are back in open session. La greffière d'audience, nous sommes à nouveau en audience publique, Monsieur le Président. Le Président, merci. Maître Altit. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, juste quelques mots pour aller dans le sens de ce que disait Monsieur Knops. C'est notre position que la défense fait ce qu'elle veut, ce qu'elle pense devoir être fait lorsqu'elle interroge. Autrement dit, qu'il n'y a pas d'obligation de divulgation pour la défense, pour une raison très simple, c'est que la défense n'a pas la charge de la preuve. Elle a donc une marge de manœuvre différente de la marge de manœuvre
de l'accusation. C'est une chose d'avoir à prouver, c'est autre chose d'avoir à discuter. I don't think that you should. Le président. Non, je ne pense pas que vous puissiez réintervenir, monsieur, parce que interrompu par monsieur MacDonald. Alors nous avons entendu Maître Hendry qui a changé les éléments juridiques dont il était question et qui nous parle maintenant de quelque chose de tout à fait différent qui n'a absolument rien à voir. Le président, d'accord, merci beaucoup. Quoi qu'il en soit, la défense, à savoir la partie qui n'a pas convoqué le témoin, en l'occurrence, est en train de faire son travail et elle n'est pas obligée de confronter le témoin avec quelque chose qu'ils ont. Pour ce qui est du discours prononcé en bar, nous avons rendu une décision la semaine dernière et nous verrons bien ce dont il est question. Et pour ce qui est de l'éventuelle convocation, reconvocation du témoin en question, à savoir, nous avons le paragraphe 14 de la directive qui est très très claire et qui dispose que l'on convoque à nouveau, on fait revenir un témoin dans des cas exceptionnels, absolument exceptionnels. Donc ce n'est pas de cela dont il est question maintenant, c'est une décision, une tactique, une décision plutôt de la défense. Je pense que la défense a tout à fait le droit de mener à bien sa thèse à décharge comme elle le souhaite. Donc, tout cela pour vous dire que je ne fais pas droit à la demande présentée par l'accusation dont l'objectif était que la défense confronte ce témoin. Et ils ne souhaitent pas le faire. Ils peuvent le faire s'ils le souhaitent, mais s'ils ne le souhaitent pas, ils n'ont pas à le faire. Monsieur MacDonald, eh bien, c'est justement ce que nous entendions, Monsieur le Président. Ils peuvent choisir de ne pas le faire, mais ils vont avoir un problème à le faire lorsqu'ils présenteront leurs moyens à décharge. Comme vous l'avez dit, c'est un choix tactique. Vous l'avez dit, le Président. Écoutez, nous verrons bien lorsque ce moment sera venu. J'aimerais que le témoin puisse revenir dans le prétoire pour les 20 dernières minutes. Maître Bougnon. Monsieur le Président, j'ai peur que cette interruption n'ait été à mon préjudice. Monsieur le Président, je vais faire une suggestion à la Chambre et vous allez l'apprécier. Monsieur le Président, je suggère et je formule une requête à la Chambre pour commencer demain matin et faire maximum une demi-heure, mais 3/4 d'heure. Le Président. Donc, je n'étais pas... Enfin, j'avais bien entendu ce qui avait été dit par d'aucuns précédemment, parce qu'il y a bel et bien une demande d'ajournement. So with this, donc vous promettez que vous n'allez pas prendre plus de 30 à 45 minutes demain matin? Si tel est le cas, je pense que nous pouvons lever l'audience. Bien. Monsieur MacDonald, alors est-ce que
nous pouvons laisser partir le témoin maintenant pour parler de questions d'intendance ou de logistique. Le président, oui, je sais à quoi vous allez faire référence. Alors, dans un premier temps, nous allons certes libérer le témoin, en quelque sorte. Monsieur le témoin, nous en avons terminé pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons demain à 9 heures. 9 heures à nouveau. Merci beaucoup. Council can stay. Maître, vous pouvez rester parce que on ne sait jamais. Peut-être qu'il y aura des informations pour vous pour demain matin. Sait-on jamais. Donc, monsieur le procureur, est-ce qu'il s'agit du témoin, monsieur MacDonald, de deux choses? Je ne veux surtout pas que Maître Bougnon reste. Son équipe est très bien représentée. Il nous a regardé avec surprise lorsqu'il m'a entendu dire que j'avais des questions de logistique ou d'intendance. Alors, deux choses. Le courriel que j'ai envoyé ce matin au sujet de l'ordre de comparution des témoins, ça c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, je pense que la Chambre devait aujourd'hui nous informer au sujet du calendrier prévu après les vacances judiciaires, car nous souhaiterions vraiment savoir quand est-ce que nous allons recommencer. Voilà les deux choses, Monsieur le Président. Le Président, pour ce qui est de la deuxième chose, nous en parlerons mercredi à la fin de l'audience. Donc, vous le saurez mercredi. Et puis, premièrement, la première chose... Ah oui. Quand est-ce qu'elle va être l'ordre de comparution des témoins? Vous nous avez certes envoyé un courriel ce matin, Monsieur MacDonald. Une fois de plus, je voudrais rassurer tout le monde, toutes les personnes présentes ici. Nous ne sommes pas en train de jouer à un jeu. Il s'agit de choses sérieuses, graves et... Alors, nous avons eu des problèmes de calendrier pour ce qui est de la comparution des 3 experts qui doivent venir témoigner. Alors, après avoir analysé la situation et après avoir eu une réunion avec le témoin 626, l'expert son, je vais l'appeler ainsi, il nous a semblé manifeste qu'il serait peut-être plus judicieux d'avoir le témoin 583, à savoir la personne qui a rédigé le rapport, qui devrait venir juste après. Président, permettez-moi de faire une observation. Monsieur MacDonald, oui, le président, mais il se peut que vous ayez raison, mais on aurait pu être informé plus tôt. Monsieur MacDonald, oui, vous avez raison, monsieur le président. Et c'est nous qui avons fait l'erreur. C'est nous qui avons commis l'erreur. Nous aurions dû être beaucoup plus rapides lorsque nous avons présenté les informations. Mais bon, il y a des contraintes pour tout le monde, des contingences, de temps, etc. Et effectivement, c'est à nous que revient la charge de la preuve au-delà de tout doute raisonnable. Donc, parfois, on ne peut pas tout faire. Donc, ce qui aurait pu être une autre option, une autre solution, aurait été de commencer la semaine prochaine avec un expert. Alors, au lieu d'avoir l'expert son, nous aurions eu l'expert ADN, et puis ensuite il y aurait l'expert vidéo, puis ensuite nous serions revenus, nous aurions repris la liste témoins 607, 156, etc. Mais la bonne chose, enfin ce qui est très bien, c'est que la Chambre s'en tient aux horaires prévus et à la durée des contre-interrogatoires qui sont moins longs, ce qui fait que pour ce qui est du témoin 47, le témoin 47, il aura terminé avant le début des vacances judiciaires. Et il ne va pas commencer après les vacances judiciaires. Voilà, ça c'est un grand avantage. Et après les vacances judiciaires, nous reprendrons l'ordre en commençant par le témoin... Enfin, l'ordre prévu après le témoin 47. Je ne vais pas vous donner les codes des témoins, tout le monde les connaît. Donc voilà pourquoi nous aurions dû... Alors c'est vrai que nous aurions dû vous informer plus tôt, mais il y a un impact qui est très positif, c'est que le témoin 47 aura terminé avant le début des vacances judiciaires. Alors, je ne sais pas si la Chambre a des questions à poser. Le président, pas tellement des questions, mais nous pourrons vous livrer des réflexions à ce sujet. Je vais donner la parole aux équipes de la défense en commençant par Maître Altit.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, nous avons reçu le même email que vous ce matin et je voudrais noter que les rapports d'experts, l'accusation les a depuis 1 an et demi et que nous sommes prévenus quelques jours avant. Alors c'est un problème, c'est même un vrai problème. Alors comme l'a dit M. MacDonald, nous ne sommes pas là pour nous amuser, je reprends ces termes. Nous sommes là pour faire un travail sérieux. Faire un travail sérieux, ça veut dire préparer sérieusement. Préparer sérieusement, ça demande du temps et de l'organisation. Si tous les 4 matins, on se réveille avec un changement d'ordre des témoins, on ne peut pas se préparer, on ne peut pas s'organiser, surtout avec le peu de moyens dont nous disposons. Ça, c'est un vrai problème. On peut comprendre qu'il y a des impondérables. Je l'ai dit, je le répète, je comprends. Nous avons l'habitude de ce type de procédure. Les impondérables arrivent. Mais il faut anticiper pour qu'il y ait le moins d'impondérables possible. Ça, c'est une obligation. Ça, c'est une obligation. Alors maintenant, Monsieur le Président, si vous permettez, je voudrais qu'on essaie de comprendre, et peut-être arriverons-nous à quelque chose d'harmonieux, évidemment, sous votre contrôle et sous votre direction. Parce que je comprends que nous allons faire P114 demain, comme prévu. Cela ne pose aucun problème. Mais si je... Après-demain. Oui, bien sûr. Mais si je suis ce qu'a dit M. MacDonald, j'en déduis qu'après P114, nous n'aurons plus de témoins cette semaine et que le premier témoin à venir après sera l'expert ADN, ou serait l'expert ADN dont parle M. MacDonald, lundi suivant. C'est-à-dire que nous avons déjà un creux de 2 jours peut-être. Ah ben non, le creux nous l'avons. Non, pardon. Le creux nous l'avons. Je me suis trompé, je pensais à la semaine suivante. Donc le premier expert lundi, l'expert ADN, suivi d'un expert vidéo 606, c'est ça, hein, 606, suivi de 607. Et ça nous amène... And then 156. Et ensuite, P164, c'est ça? Mais P164 ne viendrait pas... Microphone, s'il vous plaît. Que ce changement va laisser un peu de temps au début, mais va réduire le temps dont nous disposons ensuite dans ce bloc. C'est-à-dire que ce qui semblait être une forme d'équilibre dans le bloc va se trouver réduit, en tout cas au détriment, j'en ai peur, de la défense. Donc, je ne dis pas que je m'oppose, je cherche à comprendre ce qui va se passer. Et si l'on peut accepter l'interversion entre 2 témoins, l'un qui devait venir remplacer par l'autre et le premier prenant la place du second, c'est possible. S'il y a un changement complet, ça remet en cause toute l'organisation que nous avons, par exemple, nous, montée. Et cela, ce n'est pas possible parce qu'on ne peut pas. Chacun s'est organisé, chacun a un travail précis et on ne peut pas changer au dernier moment. Alors, est-ce qu'il est possible de trouver un moyen terme? Vous me permettez une seconde. Maybe the defense and... Monsieur MacDonald, peut-être que la défense et l'accusation pourraient ensemble faire une proposition à la Chambre. Le président, je pense que de toute façon, en fin de compte, c'est la Chambre qui doit quand même décider de la marche à suivre. Alors, moi, j'étais en train de préparer un plan, un programme. Mais voici ce que j'aimerais savoir. Parce que c'est cela qui est au cœur du problème. Si nous prévoyons que le témoin 47 puisse venir avant les vacances judiciaires, est-ce qu'il pourra venir? Oui ou non? Parce que c'est cela. Il va falloir se préparer pour le témoin 47. Et je suppose que cela pourrait être un problème. Monsieur MacDonald, juste pour que vous sachiez, Monsieur le Président, que lorsque vous avez demandé aux partis de suivre de très très près le programme, le calendrier, alors pour nous, il est devenu évident que le témoin 47 allait être convoqué avant la
les vacances judiciaires, parce que nous terminons le 14 juillet. Et d'après les 3 témoins qui vont venir comparaître avant le témoin 47, au départ, on s'était dit ce sera à la fin de la déposition de ces 3 témoins que commenceront les vacances judiciaires. Mais maintenant, la Chambre nous a demandé d'avoir un interrogatoire principal beaucoup plus ciblé, beaucoup mieux ciblé avec ce type de témoins. Nous devons nous en tenir au temps imparti. Ce que nous avons remarqué, c'est que parfois, lorsqu'il y a des témoins privilégiés, la durée du contre-interrogatoire ne dure pas aussi longtemps. Or, lorsqu'il s'agit de témoins qui témoignent sur les faits, là, la durée des interrogatoires et contre-interrogatoires est quasiment la même. Alors, le fait est que nous avions déjà planifié, peu importe les 2 jours où nous avions prévu où on essayait de faire en sorte que le témoin 47 puisse venir. Mais si la défense souhaite avoir le temps nécessaire pour poser des questions au témoin 47, ça c'est une autre question. Moi je peux suggérer à la fin du mois d'août. Mais cela signifierait et signifie que nous allons terminer plus tôt. Le président, si je comprends bien les choses, cela signifie que les plus petits témoins, entre guillemets, façon de parler, viendraient avant le témoin 47 et 9. Le monsieur McDonald, nous pouvons essayer de le faire, mais une fois de plus, c'est une question de documents, de visa, de passeport. Il faut prendre langue avec l'unité des victimes et des témoins. Et même si nous réadaptons notre programme compte tenu de ce que vous aviez dit au sujet des témoins 47 et 9, cela a quand même un impact toujours pour l'unité des victimes et des témoins. Le président, bien, maître Altit. Donald, nous l'acceptons. Il est compliqué de faire venir les témoins, c'est vrai, en temps utile. Quand il s'agit de gros témoins, ça pose évidemment des problèmes. Et si l'on pouvait trouver une solution qui nous permette de nous préparer suffisamment, je veux dire l'accusation, les équipes de défense, je vois que ce serait une bonne chose. En tout cas qu'on discute, on verra bien ce qu'il en sortira. Probablement des bonnes choses. Probablement arriverons-nous à trouver quelque chose qui satisfasse les parties. Donc, sur la suggestion, oui, en particulier quand il s'agit de gros témoins comme ça, autant essayer de se mettre d'accord sur un mode opératoire efficace et intéressant pour toutes les parties. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, et de manière plus prosaïque, si je puis dire, ou en tout cas plus immédiate, nous avons un problème avec le email de l'accusation d'aujourd'hui, qui est le témoin ADN. Le témoin ADN demande une préparation particulière. Et on ne peut pas changer, enfin pour nous ça nous pose un problème parce qu'on avait une succession logique de préparation et pour les différents interrogatoires. Donc nous avons un problème en ce qui concerne l'audition du témoin ADN lundi. C'est le problème. Après les inversions, etc., bon, on peut gérer ça. Le témoin ADN lundi nous pose un problème, pour être tout à fait clair. Voilà, Monsieur le Président. Mr. Knops. Le président, Maître Knops. Maître Knops, Monsieur le Président, je pense que pour ce qui est de l'ordre de comparution des experts, il appartient à la Chambre d'en décider, mais toutefois nous souhaiterions demander à la Chambre d'envisager que le témoin P47 vienne après les vacances judiciaires pour que nous soyons préparés en bonne et due forme. Nous n'avons aucun problème avec l'ordre qui a été présenté avant les vacances judiciaires, bon, sous réserve bien entendu des remarques de Maître Altit. Mais pour le témoin P47, pour notre préparation, nous souhaiterions avoir davantage de temps. Donc le témoin P47, il pourrait venir après, en août. Pour le reste des témoins, nous n'avons aucun problème à l'ordre ou au changement d'ordre de comparution. Bon, sous réserve des arguments de l'équipe de Maître Altit. Je ne sais pas très bien quel problème pourrait être posé avec le témoin P601, mais bon, ça c'est du ressort de la Chambre de toute façon. Le Président, merci beaucoup. Nous prenons bonne note de tout ce qui a été dit et nous vous présenterons une proposition. Et ce sera une proposition générique, enfin, qui englobera, je l'espère, plus ou moins, tous les témoins à charge de l'accusation. Monsieur McDonald, interrompant le Président. Alors, 1, 5, 7 et
156 et 607, ces deux témoins n'ont toujours pas leurs documents pour voyager. Monsieur McDonald, je vais prendre tout en considération parce que je suis en contact avec l'unité des victimes et des témoins. Donc, ce ne sera pas seulement le fruit de mes réflexions personnelles, mais je vais le faire avec l'unité des victimes et des témoins. Je vous remercie et l'audience est levée jusqu'à demain 9h.